Empezamos la sesión primera de la última tarde del viernes. Empezaremos, para que no se atrase mucho la tarde, con la presentación de los doctores Sophie Gillot y el doctor Patrick Gressier. Los dos son miembros de la CNRS y tienen una actividad los dos en excavaciones. El doctor Patrick Gressier ha sido director de la escuela de la Casa Velázquez durante mucho tiempo, así como en la actualidad, desde a partir de 2002, sigue siendo miembro del Consejo de Investigación francés, en el cual él tiene una larga trayectoria en estudios dentro de la península ibérica. Yo creo que si no empezaste, por lo menos sí que nos conocimos en los años 80, trabajando precisamente sobre capiteles, con dos magníficos trabajos sobre las capiteles de la Mezquita de Córdoba. Ha estado trabajando en la zona de la Alpujarra, sobre arqueología en esta zona, tanto alpujarra granadina como almeriense. Lo mismo ha continuado también con trabajo en el norte de África, en Sabra al-Mansuriyya, y en la actualidad continúa trabajando también en el norte de África y también en la zona de Sicilia. La doctora Sophie Gillot tiene también una trayectoria grande, también doctora en arte y arqueología islámica, también miembro del CNRS, profesora titular de la Sorbonne 4, y responsable del proyecto arqueológico de excavación medieval de Albalat, en la zona de Cáceres. Han seguido también las excavaciones de Sabra al-Mansuriyya en Túnez, y en la actualidad, en esta presentación, van a hacer el estudio de los estucos de Cedrata, en Argelia, con las perspectivas de estudio de Siria. Pues si a ellos les... Bienvenidos por estar con nosotros de nuevo. Muchas gracias, Puri. Efectivamente, es para mí un placer de estar de nuevo en la Alhambra después de tantos años. Agradecer también a los organizadores del primer Congreso de MAI, porque para nosotros, arqueólogos de campo, es una oportunidad única de poder contrastar nuestra información con la de otros especialistas de otras disciplinas y de aprender quizás mucho más de lo que nosotros vamos a aportar. La investigación que vamos a presentar ahora está solamente en los inicios, es decir, que estamos presentando más bien las primeras ideas alrededor de un material que esperamos seguir trabajando durante los 2 años que vienen. Les conditions de genèse de la ville de Cedrata demandent encore à être précisées, car on ne peut se satisfaire, sans preuves archéologiques, des seules traditions qui en font une fondation des populations ibadites de Taert, fuyant la destruction de cette capitale par les Fatimides en l'an 909. De la même façon, le moment de son abandon ne coïncide pas nécessairement avec l'émergence de la pentapole du Mzab, ni avec celle de Ouargla, qui serait un nouveau centre régional. Il faut bien savoir que les relations entre la ville de Ouargla et celle de Cedrata sont au sein d'un même ensemble d'oasis et sont en fait trop anciennes et trop complexes pour qu'on puisse dire cela. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse la plus couramment admise aujourd'hui est que la ville de Cedrata fut florissante entre le Xe siècle et le début du XIIIe siècle. Ces ruines, presque totalement ensevelies sous les dunes, ont fortement frappé l'imagination des explorateurs et des savants occidentaux depuis la fin du XIXe siècle. La plupart des maisons, une fois dégagées des sables, révélaient une exceptionnelle décoration de stuc ou de timshent, selon l'appellation locale, aux motifs très caractéristiques. Les fouilles de Harold de Tary, en 1882, puis de Paul Blanchet, en 1898, de Maurice Fauché dans les années 41-42, puis enfin de Marguerite van Berchem entre les années 1951 et 1956, ont permis la récolte de nombreux fragments hors contexte stratigraphique
mais également le démontage de nombreux panneaux muraux. Quelques-uns de ces panneaux, de ces fragments, sont aujourd'hui conservés au musée de Wargla et une centaine d'autres de petite dimension à la fondation Max van Berchem à Genève. Cependant, la plupart ont été dispersés entre les musées algérois, il y a en gros 2 musées, mais également des musées parisiens comme ceux du Louvre et du Quai Branly. Beaucoup de ces fragments pourraient cependant avoir été perdus au cours des nombreux transports soufferts entre le XIXe et le milieu du XXe siècle. Seulement un petit nombre d'entre eux sont aujourd'hui localisables, et ce sont les pièces que l'on retrouve périodiquement dans les catalogues d'exposition d'art islamique. L'esthétique particulière de ces sculptures et le caractère presque fantastique de cette ville surgie des sables avaient marqué les esprits lors de leur découverte. Cependant, la seule étude scientifique qui leur ait été consacrée est un article très descriptif de Marguerite van Berchem, daté de 1964, dans lequel cet archéologue ne prend en compte qu'une seule partie, une petite partie de ces découvertes. Si certaines pistes qui avaient été jadis considérées comme évidentes, comme par exemple un héritage tardo-antique qui aurait été transmis au travers de l'artisanat du bois, semblent aujourd'hui beaucoup moins sûrs, beaucoup moins évidents, les arguments manquent toujours pour expliquer l'importance, dans les décors de Cedrata, de thèmes moyen-orientaux, et plus particulièrement mésopotamiens que syro-palestiniens. Exemple, parallèles qui, a priori, sont beaucoup plus anciens. Ces solutions de continuité constituent un problème historique de fond qui ne pourrait être complètement résolu qu'à partir de données archéologiques fiables et en particulier de datation physique menée sur les niveaux d'occupation des habitats concernés. Or, ceux-ci n'ont pas toujours été atteints par les fouilleurs et on ne peut pas non plus compter sur le mobilier céramique qui aurait été associé à ces niveaux d'occupation, puisque cette céramique n'a été jamais ni étudiée, ni même tout simplement conservée. Les stucs de Cedrata sont encore, plus de 100 ans après, leur découverte, une sorte d'apax, d'unicum dans le langage artistique de l'Occident musulman. Dans le cadre d'un programme de recherche ANR, en fait c'est un type de programme IMHD, l'équivalent espagnol, qui s'appelle Maghribadit et qui est dirigé par un de nos collègues de l'Université de Lyon 2, qui s'appelle Cyril Hayet. Donc, dans ce programme qui s'intéresse de façon beaucoup plus large à l'ibadisme maghrébin depuis ses origines jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la fondation Max van Berchem de Genève nous a donné accès aux notes de fouilles de Marguerite van Berchem ainsi qu'à un important fonds photographique qui jusqu'ici était totalement inédit. La tâche principale à laquelle nous sommes alors engagés est la préparation de l'édition actualisée d'un ouvrage laissé inachevé par cette chercheuse et rendant compte de ses campagnes successives sur le site de Cedrata. Un des chapitres de ce livre devait être accompagné au décor de Stuc, chapitre dont l'article de 1964 que j'avais évoqué avant et qui est centré uniquement sur certains motifs décoratifs n'était sans doute qu'une ébauche. Il convenait donc de poursuivre, en la systématisant et en l'approfondissant, l'approche stylistique entreprise il y a plus d'une 60aine d'années de cela. Et par ailleurs, cette reprise était d'autant plus pressante que la plupart des questions alors posées par ces spectaculaires réalisations restaient sans réponse. Ainsi, pour le moment, reste ouverte la question de leur datation, de leur origine et filiation du répertoire, de la provenance des artistes, des artisans, l'unicité ou la multiplicité des ateliers, leur organisation et les techniques employées. Certaines de ces questions devront pouvoir être éclairées assez vite au fur et à mesure de la progression de notre travail. Cependant, d'autres résisteront sans doute plus longtemps à l'interprétation. Toutes débouchent en tout cas vers de nouvelles interrogations qui dépassent les stucs eux-mêmes pour s'attacher à la société qui les a produits. En effet, quel degré de hiérarchisation caractérisait celle-ci, sachant qu'au contraire de ce que laissaient entendre les descriptions enthousiastes du XIXe siècle, tous les édifices fouillés ne recouraient pas à ce type de décor. Et surtout, a-t-on affaire seulement à un art produit par des ibadites
ou s'agit-il d'un art ibadite, en lequel, en somme, seraient venues s'exprimer les aspirations spirituelles et sociales d'une population revendiquant sa spécificité. Ce choix identitaire aurait alors constitué une parenthèse entre Taert, dont on ignore à peu près tout de la culture matérielle, et les noyaux de résistance que furent après Cedrata, ceux du Mzab, Djerba ou le Djebel Nafoussa en Libye, dont l'austérité des formes architecturales est bien connue. Donc, en continuant le plan qui nous avait été demandé de suivre par les organisateurs, les méthodes, l'exploitation du fonds photographique de la Fondation Max van Bershem à Genève, les analyses physico-chimiques préliminaires. C'est donc avant tout à partir des clichés photographiques des stucs réalisés par Marguerite van Bershem, in situ, lors des fouilles, ou après nettoyage des fragments, que nous reprendrons l'étude systématique de ces décors. Dans un premier temps, il s'agira d'établir de la façon la plus neutre possible un catalogue, tant des motifs élémentaires, géométriques, végétaux, épigraphiques, que des compositions résultant de leur assemblage, motifs et compositions qui formèrent respectivement le vocabulaire et la grammaire du discours décoratif des artistes ibadites. Une fois ce catalogue constitué, il conviendra de réévaluer, point par point, les comparaisons stylistiques proposées jusqu'à présent, en considérant prioritairement les parallèles datés avec la meilleure précision. Ce volet peut être assimilé à plus d'un titre à une recherche iconographique. Cette première chronotypologie établie, permettant de poser les indispensables hypothèses de travail, un meilleur calage devrait être fourni par deux types de données. D'une part, celle de chronologie relative, hélas trop rare, telles qu'elles sont parfois notées par Marguerite van Bershem dans ses journaux de fouilles, superposition d'enduits, position secondaire des fragments sculptés, etc. Et d'autre part, celle de chronologie absolue, obtenue grâce à une datation par carbone 14, pour l'instant la seule possible, qui sera effectuée prochainement sur l'un des fragments conservés à la Fondation Max van Bershem. Et ce sera une manipulation qui sera faite dans un laboratoire du CNRS de Lyon. Le Timshent, matériau encore utilisé dans les oasis de la cuvette de Ouargla et dans la vallée du Mzab, a fait l'objet de nombreuses spéculations depuis le XIXe siècle. La collection de fragments de la Fondation Max van Bershem offre la possibilité de procéder à des analyses tant sur la couche porteuse du décor sculpté que sur les divers mortiers la supportant. Ces analyses pourraient être croisées avec celles que mènent au même moment d'autres institutions conservant des stucs de Cedrata. On en a vu un exemple ce matin. Alors les résultats, qui sont pour l'instant assez pauvres, donc verraient un catalogue raisonné des stucs de Cedrata. Il n'est guère possible dans l'espace ici imparti de présenter le catalogue complet des motifs élémentaires des stucs de Cedrata, ni des modes de composition. Nous nous bornerons à offrir une vision générale des uns et des autres à partir de quelques photographies, en traitant successivement des motifs géométriques, végétaux et épigraphiques. Donc, première partie, les motifs élémentaires. Le répertoire des motifs élémentaires géométriques se limite essentiellement à des alvéoles triangulaires ou plus souvent losangés, des perles, des denticules et des dents de scie. Les éléments les plus caractéristiques sont les alvéoles, profondément creusés dans le plâtre selon une taille en biseau peu marquée, conférant au maillage ainsi formé une certaine irrégularité, mais aussi un fort pouvoir d'absorption de la lumière. Ce maillage est disposé en rubans et bandeaux, délimitant les panneaux en cercles concentriques ou aux écoinçons des arcs, où ils servent de fond aux motifs principaux. Les perles et les denticules forment eux aussi des rubans rectilignes ou circulaires et jouent un rôle équivalent dans la compartimentalisation du décor. On signalera enfin les frises de dents de scie, toujours situées à la base des ensembles décoratifs et surtout à la jonction des coupoles avec le haut des murs. Ces éléments peu significatifs s'ils sont pris isolément suggèrent deux observations. Tous sont plus présents dans la sculpture islamique de l'est de la Méditerranée qu'en Al-Andalus ou au Maghreb. Et par ailleurs, à Cedrata, les rubans de denticules occupent une place dans le découpage des plages de décor beaucoup plus importante que dans tout autre foyer de sculpture sur plâtre connu. Paradoxalement, les motifs élémentaires végétaux sont en nombre encore plus réduit que ceux suivant des formes géométriques simples. Ils se bornent en effet à des fleurettes à division quadripartite, comme on en connaît dans toute la sculpture islamique en toute époque, et surtout à la feuille de vigne et ses dérivés. Des feuilles à enroulement en copeaux existent enfin aux intrados de certains arcs. Le motif végétal majoritaire dans les stucs de Cedrata, à partir duquel sont construits tous les décors couvrants sans exception, est un type particulier de feuilles de vigne ou de palmettes à 5 lobes. Les 2 lobes inférieurs sont arrondis et dotés d'une profonde perforation circulaire.
Les 3 supérieurs évoquent vaguement la fleur de lys et sont recreusés. Nous sommes là très loin de la palmette classique, et cette forme végétale rappelle avec plus de force encore la feuille de vigne telle qu'elle évolue en Orient à partir du IXe siècle, en particulier par la morphologie des lobes inférieurs et la présence des perforations. Plus rarement, la palmette de Cedrata peut comporter 7 lobes, et dans certaines zones spécifiques des panneaux décoratifs, écoinçons, etc., elle peut subir des déformations, asymétries ou étirements. Donc, vous avez vu précédemment plusieurs types de ces palmettes ou sous-types de la palmette à 5 lobes ou feuilles de vigne, avec donc des traitements de surface différents, des modes d'incision également différents. Là, il y a tout un travail de typologie qu'il faudra approfondir. Et vous avez ensuite, sur la diapo suivante, ces palmettes étirées qui viennent occuper donc les intersections des cercles. Des variantes existent dans le traitement des lobes supérieurs, sur lesquels je ne vais pas détailler. La palmette feuille de vigne se prête à des jeux de composition multiples dont nous ne citerons que quelques exemples. Il est significatif que dans le traitement qui lui est appliqué, en particulier lorsqu'elle est fendue en 2 parties, elle maintient presque toujours son caractère rigide et intervient alors comme un élément géométrique bien plus que végétal. Ailleurs, la rigidité de la partition permet aux demi-palmettes de matérialiser les lignes droites définissant le réseau losangé dans lequel s'inscrivent les motifs principaux, on verra plus tard. Et les palmettes entières peuvent aussi être superposées et imbriquées en écailles, telles qu'on les trouve dans des bandeaux de chambranles de porte, par exemple. Voilà donc un exemple de ces chambranles de porte soutenues par Marguerite von Berchem, dont il faut rappeler qu'elle était une des pionnières de l'archéologie médiévale islamique au Maghreb, à une époque où il y avait peu d'archéologues qui s'intéressaient à l'époque islamique et encore moins d'archéologues. Les décors couvrants ont parfois recours à de gros motifs quadripartites construits à partir de 4 palmettes accolées par leur base, chacune partageant un lobe inférieur avec ses voisines. Nous en verrons des exemples au fur et à mesure plus tard. Des parallèles maintenant. La feuille de vigne classique a été adoptée profusément par les artistes omeyyades au travers des modèles byzantins, mais il s'agit alors toujours d'une version naturaliste, facilement identifiable. Dès les débuts de l'époque sabbasside, sans doute sous l'influence des traditions sassanides, celle-ci se schématise et se caractérise par des perforations circulaires entre les folioles et les hachures de ses lobes. À Raqqa, puis omniprésente tout au long du IXe siècle sur les stucs pariétaux des palais de Samarra, où elle contribue à la définition même des styles A et B. Presque identiques sont les feuilles de vigne de stuc inédites des palais arlabides de Raqqada. Donc vous avez sur cette diapositive une comparaison entre 3 panneaux, l'un de Cedrata, l'un de du style A, et l'un absolument inédit des stucs arlabides d'Ifriqiya, donc de la Tunisie actuelle, sur lequel tout reste à faire, puisque aucun n'a jamais été publié. Georges Marcet souligne la similitude frappante entre les feuilles de vigne évoluées de certains décors coptes et celles des demeures de Cedrata. On peut penser à leur propos à un cas d'évolution parallèle à partir de modèles mésopotamiens, plutôt qu'à une filiation directe. En Al-Andalus, la feuille de vigne est très rare. Quelle que soit son origine, l'obsessive présence de cet élément à Cedrata lui confère un caractère emblématique jamais mis en évidence ailleurs. Contrairement à ce qui a pu être dit, l'acanthe ne semble pas exister en tant que tel dans les stucs ibadites de Cedrata. On trouve cependant en particulier un motif intercalaire dans les inscriptions, quelques demi-palmettes plus souples que celles décrites plus haut, et qui renvoie à une interprétation de ce végétal plus classique et plus courante dans l'art islamique du plein Moyen-Âge, et qui fournissent de précieux indices chronologiques. Il faut signaler en particulier ces palmettes digitées, qui sont exceptionnelles à Cedrata, mais qui sont les seuls éléments qu'on peut éventuellement rattacher à des stucs de type d'Al-Andalus ou du Maghreb, d'ailleurs au Maghreb. Enfin, un élément végétal original, les feuilles en copeaux, semble avoir eu un certain succès auprès des artistes de Cedrata. De courtes feuilles forment des enroulements successifs, courant à l'intrado des arcs des baies ou des niches, et l'effet obtenu évoque irrésistiblement les modillons à copeaux de la sculpture omeyyade d'Al-Andalus, ainsi que cela a été relevé depuis longtemps par Marguerite von Berchem en particulier. Une place à part doit être faite pour les motifs épigraphiques, qui restent toutefois très minoritaires. Ils semblent se concentrer majoritairement sur la partie supérieure des panneaux décoratifs, parfois même directement sous la naissance des voûtes, où ils apparaissent tantôt sous la forme d'un registre unique à caractère monumental, tantôt comme des frises superposées. Bien que le seul fragment publié à maintes reprises reprenne une expression propitiatoire extrêmement courante, le baraka, tout porte à croire que le répertoire était essentiellement religieux, même sous son état très fragmentaire, interdit de restituer des formules complètes. Le style prédominant est un koufik anguleux à hampe droite et à terminaison biseautée, entre lesquelles s'intercalent des perles,
On trouve des variantes de crucifix fleuris, aux courbes en col de cygne, ainsi que quelques rares exemples d'écriture cursive. Les exemples végétaux associés peuvent alors se limiter à de simples fleurons à 2 lobes, inscrits dans des volutes, ou à des demi-palmettes aux lobes travaillés. L'ensemble des éléments disponibles montre une graphie évoluée, difficilement antérieure à la seconde moitié du XIe siècle, ou même au début du XIIe siècle. Rien, cependant, ne permet de soutenir que toutes ces inscriptions remontent à un moment unique de création. Il reste à effectuer tout un vaste travail d'analyse pour les mettre en relation avec les grandes tendances stylistiques que connaît l'épigraphie de ces régions. Les modes de composition, maintenant, puisqu'on a vu tous les éléments, les motifs élémentaires, on va voir maintenant comment se composent ces motifs élémentaires dans la grammaire utilisée par les artistes de Cedrata. Il importe de préciser comment sont agencés ces quelques motifs élémentaires, une dizaine seulement, comme on a vu, pour obtenir les grands panneaux de décors muraux. Ces modes de composition obéissent à des schémas essentiellement géométriques. Réseaux à mailles losangées, lignes ondulées, cercles simples ou concentriques, quadrilobes et polylobes, réseaux de cercles tangents ou séquents, étoiles et arcatures. Parmi les différents modes d'assemblage des motifs élémentaires végétaux, il en est un qui est largement majoritaire, pour ne pas dire exclusif, le réseau à mailles losangées. Le motif ainsi enserré est une palmette issue de la feuille de vigne telle qu'elle a été décrite plus haut. C'est peut-être aussi une composition de plusieurs de celles-ci. Les mailles peuvent n'être définies qu'en filigrane par les folioles des palmettes accolées, mais elles sont le plus souvent par des filets soulignés d'une incision. Dans certains cas, ces filets peuvent être recticurvilignes, dessinant alternativement des mailles quadrilobées, concaves et convexes. Enfin, dans la formule la plus originale, les filets sont substitués par des successions de demi-palmettes mises bout à bout. Les éléments centraux, quant à eux, peuvent être alors disposés dans tous les sens ou alternativement vers le haut et vers le bas. De tels réseaux losangés, hérités de l'Antiquité, apparaissent tôt dans l'art islamique, dès la Syrie omeyyade en tout cas, mais nulle part ailleurs ils ne seront amenés à jouer un rôle aussi important qu'à Cedrata. Une autre façon de structurer les grands panneaux de décor végétal couvrant utilise des bandes définies par de longues lignes ondulées. Le cercle, seul ou beaucoup plus fréquemment les cercles concentriques, sont une autre façon de disposer les motifs élémentaires. La formule la plus simple enserre un ruban circulaire de denticule entre deux autres lisses à incision axiale. Le centre du motif ainsi défini peut être occupé par une fleur ou une palmette. Les dimensions de ces cercles, intégrant un seul élément décoratif, intervenant alors dans des bandes ou des tapis de motifs répétitifs séquents ou simplement juxtaposés, sont assez réduites. Cependant, la complexité des jeux de cercles concentriques culmine dans le cas des volumineuses compositions disposées au centre de panneaux carrés, scandant parfois les larges bandeaux périphériques des panneaux muraux, ou timbrant souvent encore les écoinçons des arcs. C'est peut-être pour rompre la monotonie des décors couvrants que très tôt, des motifs spécifiques sont venus frapper les écoinçons d'arcs, portes monumentales, mihrab, baies des iwan, des alcôves, etc. En Al-Andalus, l'émirat et le califat ont recours pour cela à de gros fleurons bulbeux, entr'ouverts, ainsi aux portes extérieures de la grande mosquée de Cordoue. Les royaumes taïfa généralisent l'usage des coupolettes gaudronnées qui sont ensuite supplantées par de volumineuses coquilles. Quadrilobes et de façon générale polylobes sont utilisés de la même façon que les cercles, tant de façon autonome qu'en bande ou en champ. Je crois qu'on va sauter les quadrilobes et polylobes qui répètent avec une forme un peu différente le mode d'utilisation des cercles. Et je vais passer tout de suite au mode d'utilisation des cercles eux-mêmes. Donc les cercles peuvent être disposés en réseau ou en bande selon le même principe, au sein desquels il est possible de distinguer entre les réseaux de cercles tangents et ceux de cercles séquents. Dans tous les cas, les cercles eux-mêmes, les espaces entre eux et les éventuelles intersections entre ceux-ci enferment un motif élémentaire, végétal ou plus rarement géométrique. Donc vous avez ici différents exemples où vous avez aux intersections, aux espaces ménagés entre les cercles tangents, par exemple, une palmette ou une demi-palmette. On a le même effet avec deux palmettes dans l'autre cas, dans les cercles séquents. Notre documentation est encore trop fragmentaire pour qu'une quantification exacte soit possible, mais il semble cependant que la formule des cercles séquents l'emporte sur celle des cercles tangents. Cette dernière est bien documentée en Orient sur des édifices abbassides contemporains, comme à la grande mosquée de Bar, actuelle Afghanistan, aux intrados des arcs de la salle de prière, en particulier dans les mosquées du Caire, etc.
Quant à la formule concurrente des cercles sécants, elle était déjà adoptée en Syrie-Palestine, mosaïque du bain de Khedbat el-Najjar, mais c'est elle aussi qui est employée aux intrados des arcs de la mosquée d'Ibn Touloun au Caire. Ces tracés de cercles sécants ont fourni le principal argument à certains chercheurs pour voir en la sculpture de Cedrata un héritage local ou régional direct de l'Antiquité tardive. Ainsi, Georges Marcet, qui se réfère aux productions tardo-antiques de Tébassa, production paléochrétienne. Je crois qu'on avait montré un exemple des publications de Georges Marcet tout à fait au début de la conférence. De fait, les exemples de ce type abondent à la même époque au Maghreb, en péninsule ibérique, en Italie du Sud ou dans le domaine copte égyptien, sur les mosaïques, les pilastres, les plaquages muraux, et toute tentative de reconstituer un cheminement devient donc inutile. Les motifs de polygones étoilés, non les rosaces, sont fort rares dans les stucs de Cedrata, l'absence totale de polygones étoilés, isolés ou un entrelac à base carrée, étoile à 8 branches et multiples, ou triangulaire, étoile à 6 branches, surprend, alors que ce mode de composition est omniprésent dans l'art islamique, partout, mais au Maghreb en particulier, et sur tout support confondu. Enfin, on en vient presque à la fin, les arcatures. Les arcatures peuvent apparaître sous deux formes bien distinctes dans les stucs de Cedrata. La première est une succession d'arcs en plein cintre, miniatures, sur lequel je ne vais pas développer. La seconde formule est plus originale. Une forme bulbeuse à l'extrémité supérieure pointue, surmontant parfois un ou trois éléments oblongs et tracés au-dessus de moulures verticales parallèles, modelées dans un panneau laissé lisse par ailleurs, ou sculpté. Vous avez donc les deux cas ici. L'effet obtenu, en fort contraste avec le décor couvrant au-dessous duquel se développent ces arcatures, est celui d'arcs brisés, lobés, étroitement refermés sur leur axe. Exceptionnellement, les arcs peuvent être brisés, outrepassés, pratiquement des cercles, et l'espace qu'ils délimitent est rempli d'un décor tapissant. On ne retrouve par ailleurs l'exact équivalent des arcatures étirées des stucs de Cedrata pratiquement nulle part. Cependant, à Samarra, une fois de plus, les niches murales du palais de Balkouara affectent des formes également déconcertantes, de quadrilobes ou de polylobes complexes refermés sur eux-mêmes, les uns et les autres en trous de serrure. Enfin, l'étirement extrême des arcs des panneaux muraux de Cedrata et leur terminaison en bulbe pointu évoquent très directement la forme de certains merlons de céramique glacurés recueillis dans les fouilles de la Qala des Banu Hammad. On n'a pas mis d'exemple là, mais je crois qu'ils sont tous connus des publications de Golvin. Quelques-uns des modes de composition ou schémas sous-jacents peuvent être générés par des motifs végétaux. Dans une variante des arcatures étirées qui viennent d'être décrites, tout d'abord, l'arc brisé trilobé lui-même peut être substitué par un motif rayonnant que Marguerite van Berchem perçut d'abord comme un palmier stylisé, puis comme une marguerite, peut-être par identification. Il se caractérise par des pétales s'allongeant progressivement vers le bas. La forme est si épurée que l'une ou l'autre lecture peut se justifier. Apparenté aux rosaces à pétales évidés, aux extrémités arrondies, des mêmes décors de Cedrata, ce motif renvoie également aux coquilles de certaines niches dont il constitue en somme une projection dans le plan vertical. La formule semble cette fois propre au stuc ibadite. Rappelons enfin que la question de l'existence ou non de rinceaux dans le décor végétal de Cedrata semble avoir divisé les esprits depuis les interventions de Georges Marcet, avec lesquelles Marguerite van Berchem n'était pas nécessairement d'accord d'ailleurs. De fait, s'il ne doit pas être confondu avec les décors couvrants de tiges ondulées enserrant des palmettes décrites plus haut, le rinceau souple existe bien. Il est documenté avec des demi-palmettes rigides, parfois asymétriques ou plus souples, et d'un type moins fréquent à Cedrata. Le rinceau de palme est si généralisé dans le décor architectural médiéval et islamique en particulier qu'il n'aurait pas de sens de rechercher les parallèles sur ce point. Jusqu'à présent, nous sommes intéressés exclusivement aux formes décoratives. Or, la question de la couleur aurait dû également être posée, mais nous n'avons pour l'instant aucun indice que la couleur ait été utilisée sur les stucs de Cedrata. Nous commençons aussi à percevoir à travers le traitement de certains éléments végétaux la présence d'ateliers ou d'artisans de maîtrise inégale. Des indices permettent de reconstituer la progression des maîtres d'œuvre, bandeaux laissés lisses tandis que d'autres sont travaillés sur un même panneau, présence d'éventuelles ébauches ou dessins préparatoires. Le processus de mise en place de ce décor apparaît ainsi moins monolithique qu'il n'a été présenté jusqu'à présent. Vous avez là donc des cas assez étranges qui ont été documentés sur une des maisons au moins de Cedrata, avec ces ébauches, ces épures de décors implantés de façon pratiquement aléatoire sur les murs.
qui ont fait dire à leurs inventeurs qu'on avait affaire en fait à la maison d'un artisan qui faisait des essais de sculpture sur ses propres murs. Bon, pour conclure, donc, discussion, origine et chronologie d'un art exceptionnel. Jusqu'aux travaux de Marguerite van Berchem, l'interprétation des décors de stuc de Cedrata reposait sur une série d'a priori implicites, parmi lesquels le fait qu'il ne pouvait dater que de la phase initiale de l'établissement, fixée au tout début du Xe siècle. Une autre idée reçue attribuait au répertoire ornemental une origine proprement berbère et soutenait qu'il s'inscrivait dans une claire continuité de schémas locaux amplement représentés dans l'Antiquité tardive. À l'issue de ce premier bilan, réalisé à partir des documents de fouilles de l'archéologue suisse, il peut sembler que nous ayons augmenté l'imprécision de notre perception de cette forme si particulière d'expression artistique, la seule connue pour la société considérée. C'est-à-dire qu'on ne sait rien des productions céramiques et des autres artisanats des Ibadites de Cedrata, quelque part entre le Xe et le XIIIe siècle. En ce qui concerne la chronologie tout d'abord, la fourchette théorique est maintenant beaucoup plus large, puisqu'elle s'élargit jusqu'à la fin du XIIIe siècle. En fait, elle s'est surtout décalée vers l'aval, puisque les décors mis au jour étaient, à l'exception de quelques remplois dans les maçonneries de l'un des Casses, ceux qui ornaient les maisons lors de leur abandon. Ils pouvaient difficilement remonter alors à plusieurs siècles sans avoir subi des reprises et de restaurations qui auraient été vues et commentées par les archéologues. La première datation par méthode physique aidera, bientôt, j'espère, à lever en partie cette imprécision. Le poids de la tradition berbère depuis l'Antiquité tardive, quoiqu'il ait été défendu par des historiens d'art de renom, Marseille, Terrasse et beaucoup d'autres, ne résiste guère à l'absence de jalons intermédiaires entre les œuvres anciennes évoquées, des mosaïques le plus souvent, des sculptures pariétales, et les éléments de comparaison que seraient les objets de la culture matérielle du quotidien, des coffres, des poires à poudre, des marques à pain, du plein XIXe siècle qui plus est. En revanche, il faut bien reconnaître que la recherche systématique des possibles sources de la décoration architecturale de Cedrata nous a amenés obstinément vers des modèles orientaux de première époque. Le décalage chronologique entre les uns et les autres demeure, alors sans explication autre qu'un archaïsme de l'inspiration des artisans, phénomène que l'on ne perçoit pourtant pas dans d'autres champs de la société ibadite, donc mieux connu par ses créations littéraires et spirituelles. Hors de ces lointaines réminiscences, qui tendraient à faire qualifier, sans preuve définitive d'ailleurs, la sculpture sur stuc de Cedrata d'art oriental en Occident, celle-ci persiste à apparaître comme un isolat. Nous l'avons dit précédemment, le peu que l'on sait de Taert permet de douter que cette première capitale ait été le lieu de la jeunesse créative, tandis que plus tard, Djedba, le Mzab, sont connus pour l'austérité de leur architecture. Les pistes du Djebel Nefoussa, en Libye actuelle, et de Oman, doivent être prises en compte, sans grand espoir pour le premier. Des décors de type berbère sont connus, mais n'ont pas la complexité des décors de Cedrata. À Oman sont surtout connus et publiés pour l'instant des ensembles décoratifs du bas Moyen-Âge ou d'époque moderne qui relèvent d'autres sources d'inspiration très orientales. Plus orientales encore. La prospection demande à être poursuivie car on connaît les liens permanents qui unissent les différentes communautés ibadites tout au long de leur histoire. Donc les contacts depuis Oman jusqu'au Mzab, en passant par le Djelid, Djebel Nefoussa et Djerba, sont bien connus et sont vécus encore par les Ibadites eux-mêmes. Reste alors à prendre en compte l'hypothèse de la construction raisonnée d'un art identitaire à partir d'éléments dûment sélectionnés au sein d'un répertoire plus vaste. Ni le poids acquis par certains motifs élémentaires, la feuille de vigne palmette, les alvéoles losangés, ni l'aspect répétitif de certains modes de composition, les réseaux losangés, les cercles timbrants, les écoinçons, ni enfin l'absence d'autres thèmes répandus ailleurs en Occident islamique durant la période considérée, pas d'acanthe, pas de polygone étoilé, pas de rinceau couvrant, pas d'arbre de vie, ne peuvent être le seul fait du hasard, ni attribués à un manque d'inspiration ou de maîtrise du matériau. À Cedrata, la communauté ibadite aurait construit ses propres références. Resterait à savoir pourquoi cette expérience serait demeurée aussi ponctuelle dans le temps et dans l'espace. C'est donc dans cette direction que doivent se poursuivre nos recherches dans les 2 années qui viennent. Et nous espérons prochainement vous en dire un peu plus, avoir des conclusions un peu plus fermes. Merci beaucoup. La comunicación será la semana siguiente porque el ruedo de preguntas al final.